Merci beaucoup. Merci. Donc, je suis arrivé un peu sur les chapeaux de roue, et donc c'est les limites de l'intelligence artificielle confrontée à la stupidité naturelle, et on va essayer de voir comment est-ce que tout ça se coordonne et s'articule. Juste un mot en fait sur qui nous sommes chez Oui SNCF et où nous allons, et puis qu'est-ce que l'intelligence artificielle change. On parle de révolution digitale. Quand on parle de révolution de l'intelligence artificielle, souvent on se dit que c'est une révolution d'ampleur comparable à celle que l'on a connue avec le numérique. Je voudrais juste resituer un petit peu Oui SNCF en fait dans ce contexte-là. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas compris déjà suite au rebranding, c'est le nouveau nom de voyagesncf.com et c'est le premier site de e-commerce français. Juste un point d'attention, c'est au-delà du côté un petit peu rappel au règlement et épreuve de muscu, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'en 2000, quand la SNCF décide de faire un site internet et d'aller sur le digital en se disant qu'il va se passer quelque chose, ça démontre quand même la capacité du groupe SNCF de penser contre soi-même, puisque jusqu'alors il y avait des guichets, il y avait le Minitel et le e-commerce représentait à peu près 1% du commerce, qui fait 700 millions d'euros. 700 millions d'euros, c'est c'est 2 ou 3 hypermarchés. Il n'y avait que 14% des Français qui avaient Internet. Et ça, c'était une première révolution parce que ça signifie penser, mais aussi agir contre soi-même, parce qu'il y avait beaucoup de tensions sur les guichets. Et on peut le dire et le rappeler en souriant aujourd'hui, mais j'en parlais avec Guillaume Pépi, qui est le responsable de cette décision, avec d'autres, avec Mireille Faugère et d'autres, mais qui disait... En plus, si tu te rends compte, nous, on a été fort sur le Minitel. Donc, alors évidemment, donc on aurait pu se dire, mais en fait, non, le Minitel est quand même la bonne option. On est perfectionné là-dessus. Et puis, c'est très bien. Donc, ça, c'est important de comprendre ça, parce que je pense que dans la façon dont on approche des innovations, il faut aussi comprendre qu'on doit prendre des risques. Et ce qui est très difficile dans nos business, moi, j'étais pendant 9 ans dans le groupe Fnac Darty, où je dirigeais à la fin Fnac.com, Darty.com, le marketing et la marque. C'est d'arriver aussi à penser contre soi-même et de se dire qu'en fait, tout ce qu'on a fait bien jusqu'ici ne marche pas forcément bien. Et l'histoire du digital à la SNCF, c'est ça. C'est de se dire, il y a un site internet, c'est ça qui va prendre. C'est se dire en 2007 ou en 2008, en fait... Il y a la révolution du mobile qui va arriver et en fait on a l'impression que c'est sur le mobile que les choses vont se passer. Et là encore c'est encore plus difficile. Moi j'ai commencé à être dans les activités autour du numérique et du e-commerce à cette époque-là et on le sait et croyez-moi il y a un cimetière entier des sites de e-commerce qui n'ont pas cru au mobile. Et je me souviens d'ailleurs de discussions qui avec le recul semblent un peu lunaires où on se moquait des gens qui faisaient le pari du mobile ou des applications en se disant en fait ce n'est pas un usage qui va prendre ou au mieux ce sera un usage consultatif et informationnel, mais certainement pas un usage de business. Aujourd'hui, sur un site comme Oui SNCF, 75% du trafic est mobile. Et aujourd'hui, donc ça c'est important. Aujourd'hui, on fait face à une révolution qui est, comme je le disais, je pense, d'ampleur comparable à celle du digital, qui est vraiment celle de l'intelligence artificielle et qui modifie et va modifier profondément la façon de faire du commerce et la façon pour nous de piloter nos activités et nos opérations. Alors, de l'intelligence artificielle, déjà, ça c'est juste pour un petit peu remettre les choses dans le contexte. Pour le coup, ça fait quand même 5 ans qu'on utilise, 5-6 ans qu'on utilise des éléments d'intelligence artificielle et ça permet, en somme, de faire ce que le digital avait promis de faire, c'est déjà personnaliser. Alors, quand je dis que ça fait 5-6 ans qu'on utilise de l'intelligence artificielle, c'est le cas lorsqu'on l'utilise, par exemple, pour personnaliser des emails. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que ça fait, quand on a des algorithmes qui font la personnalisation d'emails, eh bien, on a des uplifts de l'ordre de, des progressions de l'ordre de 20% du chiffre d'affaires si on compare à des classes de segments qui n'ont pas utilisé de l'algorithmie de personnalisation. Donc ça, évidemment, pour les outils de mailing, de CRM, l'intelligence artificielle, on l'utilise depuis longtemps, elle permet de faire la personnalisation. Je dis ça parce que je pense que ce que les outils d'aujourd'hui en fait permettent de révéler, c'est simplement ce que le commerce doit être et pas forcément ce qu'il est devenu, c'est-à-dire des relations personnalisées et des relations pertinentes. Et on l'a vu dans les mails, ça sert à rien de bombarder les gens, de faire avec des mails qui ne sont pas
qui sont pas pertinents. Donc pour ceux qui reçoivent évidemment des offres pour aller de Marseille à Paris alors qu'ils vivent à Paris, j'en suis désolé. Mais évidemment, qu'est-ce que ça traduit quand je fais cette blague? C'est qu'en fait, c'est très compliqué à opérer. Mais ça, on en fait sur le CRM. Plus récemment, nous, on en fait avec nos outils marketing. Quand on fait des enchères sur Google, maintenant, on utilise des outils d'intelligence artificielle que nous développons chez nous pour être plus performants et plus pertinents. Ça, c'est sur les outils marketing. En revanche, là où il y a une promesse de l'intelligence artificielle liée à la personnalisation, et ça c'est un peu le rêve de tout patron de site de e-commerce, c'est quand on arrive sur le site internet et que là on commencerait à arriver à avoir une expérience réellement personnalisée sur le site internet, avec des offres qui soient réellement adaptées à la personne, premièrement, mais même du merchandising adapté à la personne, et même des parcours adapté à la personne. Moi qui ai été dans un univers du retail pendant 8 ou 9 ans, l'analogie que je prends souvent et qui parlait aux directeurs de magasins avec qui j'échangeais, je leur disais, mais imagine finalement que par un geste magique, toute la morphologie de ton magasin à chaque fois s'adapte à ton client et à l'ensemble de ce que ton client peut vouloir lorsqu'il rentre chez toi. Et donc c'est là qu'on est dans les parcours. C'est pas tout à fait la même chose si vous avez été par exemple dans une Fnac ou un Darty. Et là, je fais l'analogie avec le e-commerce, mais je partage avec vous mes expériences. Parfois, vous êtes extrêmement pressé, vous voulez aller directement au produit, vous ne voulez surtout pas avoir un vendeur qui vienne faire de l'upselling et vous embêter, vous voulez juste qu'il vous aide. Et puis, il y a d'autres moments où, au contraire, vous êtes dans de la flânerie. Eh bien, ça, nous, les outils d'intelligence artificielle nous permettent déjà, et c'est ça qui va se passer avec le e-commerce des prochaines années, vont nous permettre d'avoir des parcours de plus en plus personnalisés, justement en repérant finement par des données qui vont être navigationnelles ou comportementales ce que l'on peut interpréter du comportement d'un client, parce qu'on ne sait jamais, mais en tout cas on peut être sur l'épaule du client et se dire, tiens, il est très pressé, on a des parcours très rapides, ou là, on a des parcours beaucoup plus lents. Ça, c'est des choses qu'on teste déjà, enfin, on fait plus que tester, qu'on utilise sur notre propre site. Alors, ce sont des applications en réalité locales, mais on voit bien que quand on a un profil type famille et pour qui c'est un peu cher et l'achat est complexe, il faut plus d'accompagnement, il faut aller un peu plus lentement, mais quand on a des parcours pro, il faut qu'on aille beaucoup plus vite. D'ailleurs, un des paradoxes qu'on a vu avec les outils analytiques, c'est qu'à un moment donné, quand on a réduit le tunnel de conversion, on a vu, puisque vous savez qu'en e-commerce, on se bat contre le nombre de clics, évidemment, on a vu qu'on avait toute une catégorie de clients que ça perturbait beaucoup, que ça aille si vite. Donc, il a fallu artificiellement qu'on ralentisse le tunnel de conversion ou qu'on crée des clics supplémentaires parce qu'on les perdait en route, parce que du coup, ils avaient l'impression qu'il y avait eu un problème et ils n'étaient pas sûrs d'avoir fait l'achat. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle autour de la personnalisation. Mais ce à quoi nous croyons beaucoup chez Oui SNCF, c'est que l'intelligence artificielle, donc ces outils d'algorithmie qui permettent de traiter beaucoup de data, là, pour le coup, vont connaître un tournant supplémentaire, un tournant plus important, plus profond, autour du conversationnel. Aujourd'hui, le conversationnel, c'est-à-dire que soit par écrit, soit de manière vocale, vous interagissez avec un robot, presque comme si c'était une personne, et au lieu d'imposer à votre client une démarche qui consiste à remplir un formulaire et à le faire rentrer dans vos codes, vous avez une relation qui devient plastique avec le client. Ça, c'est important. Et à la fois, c'est anecdotique. C'est anecdotique dans les chiffres, parce qu'on voit que pour le moment, les gens vivent bien dans cette dimension formulaire. Mais ce que l'on voit, et c'est là que ça me fait penser au mobile, c'est qu'on a à peu près 60 000 utilisateurs de notre bot qui sont des abonnés à TGV Max, qui est le programme d'abonnement de la SNCF, qui sont des utilisateurs extrêmement récurrents. Et puis on a un petit groupe de 10 000 qui sont sur nos environnements bots, que ce soit notre chatbot à nous sur notre site internet et nos applications, mais aussi utilisateurs de Messenger, qui reviennent et qui sont addicts à l'outil conversationnel. Et on voit que ça prend. Et à partir du moment où on voit que le conversationnel, ça prend, ben, là, pour le coup, c'est toute notre façon de fonctionner qui est différente, c'est toute notre façon d'envisager notre marque qui diffère, c'est toute notre façon d'envisager l'expérience utilisateur qui diffère. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans un monde conversationnel, eh bien, vous êtes dans un monde où déjà les codes traditionnels d'expression de votre marque, en fait, disparaissent et sont portés par une conversation. Il y a une question qu'on doit se poser avec beaucoup de directeurs de marketing, c'est
que devient un média ou que devient une marque quand le média, c'est une conversation. Puis que devient un média quand non seulement cette conversation, c'est une conversation écrite, mais ça devient une conversation orale, en langage naturel. Comment est-ce qu'on existe? Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que nous, on développe, par exemple, des jobs, des métiers qu'on appelle UX writers, qui sont en fait des dialoguistes comme au cinéma, qui doivent trouver une tonalité, ce que doit être la voix de notre marque. Ça, je le dis parce que, évidemment, théoriquement, c'est très simple, mais imaginez, pour ceux d'entre vous qui, évidemment, pilotez des équipes de directeurs marketing ou qui êtes directeur marketing, en fait, la réalité, c'est que c'est quand même une inflexion assez forte dans la façon dont ces métiers ont toujours été envisagés. J'ai été moi-même directeur marketing et de la marque. Quoi qu'on en dise, on a dit beaucoup de choses sur l'expérience, il y a des Chief Experience Officers, etc. Mais en réalité, une partie du métier consiste, Jean c'est très bien, mais aussi à produire des éléments visuels, à les afficher, à les faire exister. C'est-à-dire que le média visuel assez figé, en fait, est assez au cœur de nos éléments de communication. Je suis désolé de faire... Quelque part, en disant ça, j'ai l'impression de faire baisser le niveau en rappelant ce qu'on fait, mais en faisant baisser le niveau et en rappelant ce qu'on fait, c'est quand même une façon de voir tout ce qu'on ne fait pas vraiment et qu'on croit qu'on fait. Et le passage au conversationnel, ça, c'est très important. Et puis la deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il y a une erreur à ne pas commettre, c'est de se dire qu'en fait, tout va devenir conversationnel. En fait, c'est pas non plus comme ça. C'est-à-dire que quand vous interagissez, pensez à une discussion que vous avez entre vous ou avec une marque ou avec un ami, il peut arriver d'écrire, comme il peut arriver d'écrire quelque chose d'assez formel, il peut arriver juste d'envoyer un texto, il peut arriver effectivement de parler, etc., etc. Donc c'est aussi important pour nous d'arriver à trouver un continuum de conversation et de pas, au contraire, recréer une sorte de persona par canal. Je ne suis pas différent selon que j'écris un SMS, un mail, une lettre, pourquoi pas, mes vœux ou au téléphone. Je suis moi-même, mais avec des modes communicationnels qui sont différents et je dois adopter des tons différents. Et ça, c'est très important parce que ça change tout et ça signifie qu'on doit avoir des machines qui sont capables de faire ça. Donc ça c'est important de le comprendre. C'est important de le comprendre parce que c'est important de se dire aussi que dans les usages que nous avons aujourd'hui, et dans la façon dont on doit se projeter aussi dans un monde où il va y avoir de plus en plus de devices, d'outils sur lesquels on va devoir travailler. Et ça aussi, ça met en tension nos organisations. Parce qu'en réalité, quand je dis qu'on est passé du desktop au mobile, ce que beaucoup d'entre nous, e-commerçants, avons fait, c'est reproduire sur téléphone une expérience qu'on avait sur un desktop, premièrement. Et d'autres parmi nous, en plus, n'ont pas réellement créé de continuité entre les deux environnements. Mais demain, vous allez être dans des environnements où, en réalité, tous les écrans, tous les devices, tous les médias vont changer, qu'ils soient des écrans ou qu'ils soient conversationnels, que vous parliez avec votre montre, que vous parliez avec votre frigo dans certains cas, que vous parliez avec votre voiture parce que vous voulez avancer comme ça, que vous voulez parler avec un écran, pourquoi pas, dans un mode de transport, évidemment, avec votre mobile ou avec un assistant vocal. Donc ça aussi, c'est important de le comprendre. Et ça c'est une autre différence importante, c'est d'être vraiment multi-device et d'arriver à organiser cette continuité que nous sommes certains un peu en difficulté à réaliser. L'autre point, c'est sur le vocal. Et ça aussi, c'est un point qui est important. C'est dans le conversationnel et avec des outils qui se développent, il faut aussi accepter que pour être puissant, on apprenne à être discret. Et ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir accepter de s'insérer dans des usages, qui soient ceux, par exemple, de la Google Home, d'un assistant vocal, pour continuer d'exister. Et en même temps, il faut que votre marque soit suffisamment présente à l'esprit pour que les gens continuent de vous appeler. Qu'est-ce qui se passe si demain, en fait, les gens demandent un pot de pâte à tartiner au chocolat praliné plutôt que du Nutella ? Qu'est-ce qui se passe quand ils demandent des piles plutôt que du Mattel ? Qu'est-ce qui se passe quand ils demandent simplement à avoir un billet de train plutôt qu'à voyager par la SNCF ? Et c'est toutes ces choses qu'on doit subtilement organiser. Apprendre à justement organiser notre présence dans des environnements conversationnels qui ne nous appartiennent pas. Et là aussi, c'est important. Ce que je disais sur le fait que c'est quoi la marque quand le média devient la conversation ? Comment est-ce que nous, on existe quand on doit exister dans des espaces qui ne nous appartiennent pas ? L'autre point auquel nous réfléchissions au sujet du conversationnel et qui nous est apparu, c'est que, et après j'en aurai fini, on peut prendre des questions, c'est que je pense en plus, et ça c'est un point qui n'est pas toujours suffisamment souligné, c'est que dans la conversation, il faut aussi des silences. Pas que pour meubler, mais aussi pour écouter l'autre. Et
en particulier lorsque vous êtes une entreprise qui vend des services comme des billets, je pense que nous allons devenir de plus en plus différents de ceux qui font du e-commerce. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand vous êtes dans du commerce, quand vous êtes un commerçant de produits notamment manufacturés, c'est important de pouvoir comparer les produits, de pouvoir les expliquer, de pouvoir les mettre en scène. Et c'est important qu'une expérience digitale puisse traduire ça. Et c'est ce que, lorsque je dirigeais des activités e-commerce de produits manufacturés, on s'évertuait à faire, à recréer des expériences. Quand vous êtes dans une activité qui vend des services comme des billets de train, et c'est là qu'il peut y avoir un jour une divergence entre les activités e-commerce traditionnelles et les activités de service, même si elles sont nées ensemble, quand vous vendez du service, en réalité, là où vous devenez invisible et presque silencieux, c'est que ce n'est pas ce que vous vendez, ce n'est pas vous-même en fait qui êtes vecteur d'émotion. Vous êtes simplement un vecteur d'accès à un billet de train. Ça n'a l'air de rien, mais ça veut dire que tous ceux dont le job était un job de mise en scène vont sans doute devoir travailler sur la mise en scène de leurs produits et continuer d'exister sur des écrans visuels. Mais nous autres qui vendons des services, nous allons devoir accepter de devenir de plus en plus invisibles. Et par exemple, l'intelligence artificielle, pour donner des cas concrets, pourrait nous permettre, en ayant accès à, et ça va avec la confiance, mais en ayant accès à des informations Outlook, dans l'Outlook, de savoir que vous avez un voyage qui est prévu à Bordeaux ou à Lille, il faut que nous, on trouve une manière subtile de simplement vous dire « ça a été booké, et si vous voulez, on paye ». Mais ça, c'est important parce que c'est très différent dans le rapport qu'on a avec notre client. Et ça marque un peu une ligne de fracture qui peut exister avec les business de e-commerce, de mise en scène de produits et les business de services qui finalement vont devoir devenir, eux, de plus en plus invisibles. Donc voilà un peu les éléments sur lesquels nous travaillons et vers lesquels nous projetons. Mais cette dernière dimension en fait servicielle, pour le coup, l'intelligence artificielle va sans doute lui donner une coloration différente. Alors pour faire tout ça, et j'en finis là-dessus, nous, on est à un moment de notre vie où on considère que pour rester dans le jeu, de même qu'à une époque, il fallait qu'on pense mobile first, mobile en premier, on considère qu'aujourd'hui, il faut penser à intelligence artificielle en premier, AI first. Et ça veut dire qu'il faut faire un certain nombre de choix. Et ces choix, c'est par exemple bien avoir en tête ce qu'on considère être core business, parce qu'à certains moments, le conversationnel, comme si je dis qu'il exprime notre marque, on considère qu'on veut avoir des équipes à nous qui développent nos propres solutions d'intelligence artificielle. On a nos propres équipes, par exemple, de Natural Language Processing, parce qu'on considère que c'est suffisamment important et suffisamment cœur business pour que des solutions soient développées chez nous, par nous, pour qu'on en ait la pleine maîtrise. Sur d'autres sujets, par exemple, tout ce qui concerne, alors ça c'est plus dans les premiers éléments que je citais, mais les enchères sur Google, on a voulu finalement avoir nos propres algorithmes, nos propres équipes d'intelligence artificielle qui font ça. Aujourd'hui, on a une centaine de personnes qui travaillent sur de l'intelligence artificielle et de la data. Alors on a la chance parce qu'on a une usine digitale où il y a au total 1000 personnes, donc on peut se permettre d'avoir ces 100 personnes qui travaillent pour nous, mais aussi pour l'ensemble du groupe SNCF, mais parce qu'on considère que c'est suffisamment stratégique pour nous d'avoir des équipes qui font de l'intelligence artificielle, parce que c'est ça qui nous permet de préparer le monde de demain. Quand je dis intelligence artificielle, souvent l'exemple que je prends, c'est que j'emprunte à un ami, on peut voir ça avec les voitures ou les bateaux, c'est-à-dire que les premières voitures étaient des charrettes augmentées avec des chevaux qui étaient derrière lesquels on mettait un moteur, et puis en fait ça ressemblait à une charrette, puis à un moment donné on a construit la voiture autour du moteur. Quand on va ou pareil pour les bateaux, quand on est passé de la voile à vapeur à la voiture au bateau à moteur, finalement on construit toute l'architecture du bateau autour du moteur et finit par avoir une tête complètement différente. L'intelligence artificielle, c'est un petit peu ça qui se passe. C'est-à-dire que les premières applications, c'est des applications locales autour de notre business. J'ai parlé du CRM, j'ai parlé du bidding, mais en fait demain ce qu'on doit construire, c'est des outils où l'intelligence artificielle, en fait, elle vient en premier lieu parce que c'est ça qui fabrique le commerce de demain. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, c'est-à-dire ce tournant conversationnel, ce tournant d'hyper-personnalisation, cette nécessité pour un certain nombre d'activités d'e-commerce de devenir ambiante, artificielle, invisible, et de disparaître. Et la nécessité, je pense, de bien avoir les idées claires sur ce qu'on considère être nos actifs clés, et donc d'avoir nos activités d'intelligence artificielle qui soient à nous pour être, comme je le disais, AI first. Voilà, j'en ai fini.